Hong Kong, le quartier de Wan Chai, où se côtoient la faune de la nuit et les riches expatriés de la ville. Nous sommes avec Léo, le correspondant du journal britannique The Times. Ici, on est dans l'un des quartiers chauds de Hong Kong. Il y a toutes sortes de distractions. Et les prostituées y ont un rôle important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriés et que Rurik Jutting venait ici. Rurik Jutting, un trader britannique qui a troqué les salles de marché pour la rubrique sanglante des faits divers. C'était le 1er novembre dernier, en pleine fête d'Halloween. Vers 1h du matin, Jutting ramène chez lui Jessie, une jeune femme de 29 ans. Pour être honnête, à cette heure-là, marcher dans la rue avec une jolie asiatique, c'est très commun. Personne ne les a remarqués. Il habitait ici, au 31e étage. C'est là, au 31e étage, que le trader aurait égorgé la jeune femme qu'il venait de faire monter dans son appartement. Dans le quartier, les gens faisaient encore la fête. Et pendant ce temps-là, dans l'appartement de Jutting, le meurtre avait lieu. C'était horrible, une vraie boucherie. Quand la police arrive sur place, elle va faire une autre découverte tout aussi terrifiante. Un deuxième cadavre, celui de Liz, 23 ans. Ils ont retrouvé ce corps dans une valise sur le balcon. C'était apparemment une fille qu'il connaissait bien. C'est Jutting lui-même qui a appelé la police. Il a immédiatement été placé en détention. Hong Kong est sous le choc. La ville a l'un des taux de criminalité les plus bas du monde. Ici, on n'est pas habitué aux faits divers. Qui est Rurik Jutting? Comment ce trader richissime en est-il arrivé là? Son histoire commence à Chertsey, en Angleterre, une petite ville de 15 000 habitants dans la banlieue chic de Londres. C'est ici que Rurik a passé une enfance choyée. Il vivait avec ses parents et son frère dans cette grande maison de 2 étages. Le week-end, la famille Jutting avait pour habitude d'aller fouiner dans ce magasin d'antiquités. Maureen, la propriétaire, les a très bien connus. Bien sûr, je me souviens très bien d'eux. C'était une famille adorable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'était juste des gens gentils. Rurik, je le voyais seulement de temps en temps, car il vivait en pensionnat. Mais c'était un garçon gentil, mignon, sincère et bien éduqué. Un gamin bien sous tout rapport et brillant élève en plus. Il obtient une bourse de 40 000 € pour aller étudier au très chic collège de Winchester. Veste et cravate obligatoire, une tenue qu'il portera toute sa vie. Plus tard, il intègre la prestigieuse université de Cambridge. Il pratique même l'aviron et devient l'un des meilleurs membres du club de son école. Doué pour les études, sportif, le voilà promis au plus bel avenir. Mais devenu adulte, Rurik change, comme l'explique Ben Rossington, un journaliste du Daily Mirror qui a enquêté sur son passé. Quand vous sortez avec un diplôme de Cambridge, vous appartenez à l'élite. Et il ressentait le pouvoir que cela lui donnait, et logiquement, il s'est dirigé vers la banque, qui est le symbole de la puissance, où le seul but est de faire de l'argent. Il décroche un premier poste de trader à Londres, dans une banque de la City. À cette époque, il a déjà tous les atouts de la réussite. Il a déjà eu plusieurs petites amies, dont Sonia, une jeune mannequin. Aucune ne s'est plaint de comportements déviants de sa part. En juillet 2013, Rurik Jutting s'installe à Hong Kong. Il est recruté par Merrill Lynch, l'une des plus importantes banques d'investissement au monde. Il travaille au 42e étage de cette tour, dans le quartier des affaires. Il gagne beaucoup d'argent, environ 50 000 € par mois.
Le banquier loue un appartement dans 7 immeubles de standing, avec piscine, solarium et salle de sport privée au dernier étage. Jutting n'a pas beaucoup d'amis, c'est un solitaire. Dans la vie, il n'a qu'une obsession, l'argent. S'il n'arrivait pas à faire assez d'argent, ça le rendait dingue. Et forcément, cela influençait sa vie. Il prenait les gens de haut, il se sentait plus important qu'eux. Ce qui peut expliquer son attirance pour les prostituées. Le soir, il se met à fréquenter les bars et les filles du quartier chaud de Wan Chai, à 5 minutes à pied de chez lui. Il traîne notamment dans le bar de Robert Vandenbosch, qui se souvient très bien de lui. On l'appelait Ricky, c'était son surnom ici. Il était un peu grossier, un peu arrogant. Il se voyait lui-même comme une personne très importante car il gagnait beaucoup d'argent. C'était un bon banquier, il avait une très haute opinion de lui-même. Mais Ricky était respectueux, c'était un bon client. Il était toujours gentil avec les filles. De toute façon, s'il ne l'était pas, aucune fille ne l'aurait suivi. Il les traitait bien, il leur payait des verres et leur donnait de l'argent quand elles étaient avec lui. Ce qui s'est passé a été un vrai choc. Personne ne pensait qu'une telle chose pouvait arriver. Ces week-ends, Ricky les passe avec des prostituées. Elles ont toutes le même profil, de jeunes asiatiques, jolies, sexy, comme l'étaient ces deux victimes. Pendant un an, Rurik dépense sans compter, il boit beaucoup, d'ailleurs il a pris du poids, jusqu'au jour où il semble perdre la tête. Est-il animé de pulsions morbides quand il rencontre Jessie, cette fameuse nuit d'Halloween, à 2 pas du bar de Robert? Vers 8-9 heures du soir, j'ai vu Jessie devant notre bar. Elle m'a dit bonjour avec son éternelle bonne humeur. Elle m'a donné 2 bises et ensuite elle m'a dit « Daddy, je vais bien m'amuser cette nuit. Je vais au New Makati pour la fête d'Halloween. » C'était ses derniers mots. Je les entends encore. Le New Makati, c'est dans cette discothèque qu'elle va rencontrer la mort. Que s'est-il passé ensuite? Il est 1h du matin, Jessie suit Jutting dans son appartement. A-t-il l'intention de la tuer? Ce qui est sûr, c'est qu'il commence à se comporter bizarrement. Peut-être devient-il violent. Jessie a le temps d'envoyer un texto à un ami proche. Ça sent très très mauvais ici, je veux m'en aller. Mais elle n'en aura pas le temps. Jutting aurait alors saisi un couteau de cuisine et égorgé la jeune femme. Le trader aurait ensuite pris des photos du cadavre avant d'appeler la police. Vers 3h30 du matin, c'est lui qui leur ouvre la porte. Il est dans un état second. Dans le salon, les policiers découvrent Jessie gisant par terre, agonisante. Elle mourra quelques instants plus tard. Les enquêteurs sont intrigués par une odeur pestilentielle, la même qui avait incommodé Jessie. Sur le balcon, ils trouvent une valise. À l'intérieur, le corps en décomposition d'une jeune Indonésienne de 23 ans, Lise, massacrée 5 jours plus tôt. Dans le village où elle est née, en Indonésie, sa famille est sous le choc. Son père réclame la tête du meurtrier. Il a tué ma fille. Je veux qu'il soit condamné à mort. C'est tout ce qu'il mérite. Lise et Jessie postaient beaucoup de photos d'elle sur leur compte Facebook, jeune et pleine de vie. Robert ne se remet toujours pas de la disparition de son amie Jessie. C'était vraiment une personne très bien, qui avait beaucoup de cœur. Elle va beaucoup nous manquer. Elle habitait ici, au 9e étage. Ses filles vivaient jusqu'à 6 dans un seul appartement. Comme ça leur revenait à 100 € par personne. Comme des milliers de leurs compatriotes, elles étaient venues à Hong Kong travailler comme domestiques. Mais elles ont vite déchanté. Sous-payées, maltraitées, les 2 jeunes filles ont été obligées de trouver de l'argent autrement. Si tu travailles ici comme employé de maison, tu peux te faire entre 4 et 500 € par mois.
Si tu travailles dans le milieu de la nuit, tu peux doubler, voire tripler ton salaire. Robert n'ose pas le dire, mais c'est comme ça que Jesse et Liz sont tombés dans la prostitution et plus tard, dans les griffes du trader. Une vie de misère à des années-lumière de l'opulence dans laquelle vivait Jotting. Dans ce foyer, Eni recueille de jeunes Indonésiennes au bord de la rupture, comme Jesse et Liz. C'est elle qui s'est occupée du rapatriement de leur corps. Là, c'est l'arrivée du cercueil de Liz dans sa ville natale. Il y avait beaucoup de monde. Eni se bat maintenant pour que justice soit rendue aux deux victimes et pour que leurs proches soient indemnisés, car Liz et Jesse faisaient vivre leur famille dans leur pays natal. Quand Jessie a été tuée, par exemple, elle faisait construire une nouvelle maison pour elle et sa famille. Et elle a même dit à sa meilleure amie qu'elle avait l'intention de rentrer très vite chez elle, une fois la maison terminée. Comment Jotting en est-il arrivé à de telles extrémités? Les enquêteurs ont découvert qu'il avait posté un message énigmatique sur son compte Facebook le jour même du premier meurtre. Se lancer dans le vide. Plus de fardeau, un nouveau voyage commence. Je suis effrayé, mais excité aussi. Le premier pas est toujours le plus dur. Le premier pas pour une nouvelle vie ou pour le premier meurtre? Il y a un indice cependant. La police se rend compte que sa vie professionnelle bascule à la même période. En fait, sa licence de trader a été révoquée. Pour quelle raison? La banque reste silencieuse. Jotting se retrouve sans emploi. Et c'est à ce moment-là que ses collègues de travail reçoivent ce message qui fait froid dans le dos. Je suis parti du bureau, indéfiniment. Pour toute requête urgente, merci de contacter quelqu'un qui n'est pas un psychopathe. Pour aller plus loin, merci de contacter Dieu, même si je soupçonne qu'il faudra plutôt contacter le diable. Il finit avec cette parenthèse. Ce message ne sera valable que si j'ai mené à bien mon projet. Quand on voit les mots qu'il utilise, on se rend compte qu'il n'est pas dans un état normal, qu'il n'est pas bien dans sa tête. C'est comme s'il avait fait un bras d'honneur à la banque en disant « je m'en vais ». On ne peut que supposer qu'il subissait une énorme pression. La justice, elle, se demande si le trader n'est pas devenu fou. Et on peut se poser la question en le voyant arriver dans le fourgon qui le conduit au tribunal. Il ricane. Devant ses juges, il a la même attitude désinvolte. Nous avons réussi à le filmer en caméra discrète. Ce sont les seules images de lui à l'intérieur du tribunal. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Mais après 2 semaines d'expertise psychiatrique, la Cour a déclaré qu'il était responsable de ses actes. Son procès aura lieu l'été prochain. Rurik Jotting risque la prison à vie. Au pied des Pyrénées, Nouillan, un petit village de 200 habitants. Jean Duval est le maire de la commune. Il est encore traumatisé par ce qui s'est passé le 14 novembre dernier. Cette nuit-là, le maire a dû reconnaître le corps d'un des habitants du village, assassiné et affreusement mutilé. J'ai vu quelque chose que je ne souhaite à personne de voir, vu l'état, comment il avait été massacré. Ça vous marque, ça vous flash, et c'est des choses que je pense que j'aurai un bon moment à mettre à évacuer. Le maire n'ose même plus s'approcher de la maison où le meurtre a eu lieu. Là, on la voit, la maison de là. Voilà, c'est par là. Voilà. C'est ici que Léopold Pédébido a été assassiné, dans sa propre maison. L'agriculteur de 90 ans, que tout le monde appelait Popol, a été tué à coups de barre de fer. Son meurtrier l'a ensuite découpé avant d'essayer de le manger. Jésus Jaudrat était l'un de ses amis.
C'était un gars formidable. Il était en pleine santé, il avait 90 ans, mais il était en pleine santé. Moi, je rechopais le type, là, et je crois que... Je ne sais pas ce que je refais, là. Et à ce moment, enfin, maintenant, on s'est calmé, bien entendu. Mais c'est affreux. Le gars, il a pris une barre de fer, il a assommé, il a mangé la langue, il a sorti le cœur, et il s'est cuisiné, tout ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça fait? C'est affreux. La victime de ce meurtre barbare a été enterrée ici le 25 novembre dernier. Celui qui est soupçonné d'avoir commis ce crime s'appelle Jérémy Rimbaud. Il est âgé de 26 ans, c'est un enfant du pays. Engagé dans l'armée de terre il y a 5 ans, il venait de quitter son régiment. Cet ancien soldat a fait l'Afghanistan. Comment expliquer un tel acte de cannibalisme? Pourquoi aurait-il commis ce crime 3 semaines seulement après avoir quitté l'armée? Portrait d'un jeune homme d'apparence normale qui aurait commis l'impensable. Pour savoir qui est Jérémy Rimbaud, nous avons rencontré Marie, son ex-petite amie. Elle témoigne pour la première fois. Marie vivait avec le jeune homme depuis qu'il avait quitté l'armée en octobre 2013. L'été dernier, le couple était parti en vacances. Sur ses photos, souvenirs d'un temps heureux, Jérémy avait l'air d'aller bien. Là, il était tout à fait normal. Hein. Ça lui faisait du bien, quoi. Ça se voyait que il était heureux, quoi. Tout se passait bien. Donc là, quand on voit les photos, on n'imagine pas qu'il est en dépression, non? Pourtant, tout aurait basculé 3 mois après ses vacances. Le matin du 12 novembre, 2 jours avant le meurtre, Marie est témoin des premiers délires de Jérémy Rimbaud. Il avait la jambe qui tremblait, il était vraiment mal, quoi. Ça se voyait qu'il avait pas dormi et qu'il n'était pas maître de lui-même, quoi. Là, il était complètement une autre personne. Il cherchait qu'une chose, c'était me convaincre que c'était la fin du monde, donc qui arrivait le 1er décembre. C'était vraiment le jour où il fallait vraiment fuir les flammes de l'enfer sur le monde, qu'on allait s'envoler comme des oiseaux et tout ça. Enfin, c'était vraiment le délire total, quoi. Donc là, c'est comme si on avait pris possession de lui, quoi, quand vraiment on dit être possédé, mais c'est ça, il était possédé, quoi. Le lendemain de cette crise, le mercredi 13 novembre, Jérémy Rimbaud débute une errance de 24 heures qui aurait abouti au meurtre. Nous avons reconstitué son itinéraire. Il prend la direction du nord et suit un tracé parfaitement rectiligne. Jérémy Rimbaud part de Momère. Il va passer par Tarbes, Bazette, Vic-en-Bigorre, avant d'arriver 30 km plus loin, à Nouillan. Première étape, Momère, le village de son enfance. Jérémy Rimbaud quitte le domicile de sa mère sans ses papiers. Il serait toujours en proie à des délires, comme l'explique le journaliste Andy Barégeau, qui a couvert toute l'affaire pour la Nouvelle République des Pyrénées. Il aurait vu chez lui un livret classique de Sudoku, le jeu d'origine asiatique, et par une interprétation, on aurait déduit qu'il fallait qu'il laisse le sud au cul, donc littéralement le sud derrière lui. Donc c'est pour ça qu'il a pris la direction du nord. Jérémy poursuit sa route vers Tarbes, où il aurait été aperçu en centre-ville. Le lendemain, jeudi 14 novembre, le matin du meurtre, il atteint le village de Bazette. Là, il sonne chez des habitants qui l'accueillent par hospitalité pendant quelques heures. Nous avons retrouvé le couple qui l'a hébergé. Ils acceptent de nous répondre en restant anonymes, car ils ne veulent pas être associés à ce drame. Il est venu tout droit là, il est rentré ici, on s'est engagés tous les deux ici. Voilà. Il est venu là et il s'est assis là. Voilà. Voilà où il était assis. Là. À peu près 2 heures. Pendant que ses affaires se lavaient à la machine à laver et qu'elle se séchait au sèche-linge. Pendant 2 heures de temps, on est resté là. Je vous dis, il était à l'aise avec moi, il était cohérent. Jamais il a haussé le ton, jamais il a plaisanté, il a rigolé. Dans cette maison, Jérémy prend un petit déjeuner et dort une demi-heure. L'homme qui l'accueille ne détecte rien d'anormal. Ce qu'il a fait là-bas, c'est pas possible. Moi, c'est 2 êtres tout à fait différents.
Ce qu'il a été ici, il n'y a rien à lui reprocher, strictement rien. C'était un être comme les autres. Là, à ce moment-là, je me dis que je suis passé à côté, on est passé à côté d'un truc vraiment lourd. Mais bon, c'était pas mon heure, si vous voulez. Jérémy Rimbaud se remet en route, apparemment calme. Mais quelques heures plus tard, son comportement a changé. À Vic en Bigorre, il serait entré visiblement stressé dans une librairie. Il nous a demandé de rencontrer un psychologue. Voilà. Il voulait consulter un psychologue en urgence. On a trouvé ça effectivement très étrange. On était 5 dans le magasin, on s'est tous regardés, on trouvait ça un peu étrange que quelqu'un vienne nous faire cette requête. Malgré son angoisse, Jérémy Rimbaud continue sa route vers le nord, jusqu'à Nouillan, sa dernière étape. Nous sommes le jeudi 14 novembre, il est 19h. C'est au bout de cette rue que se trouve la maison de Léopold Pédébido, qui a simplement le malheur de regarder à travers la fenêtre et qui croise donc le regard de ce jeune homme. Et à partir de là, c'est là où commence l'horreur. À la nuit tombée, Jérémy Rimbaud entre chez le vieil homme. Armé d'une barre de fer, il l'aurait frappé à mort. L'horreur ne s'arrête pas là. Avec un couteau, il aurait prélevé la langue et le cœur de sa victime avant de les cuire avec des haricots. Il aurait ensuite goûté et recraché sans avaler. Jérémy Rimbaud aurait ensuite mis le feu au corps avant de s'enfuir, mais sa cavale n'est pas finie. 1 kilomètre plus loin, près de ce silo à maïs, il agresse violemment un agriculteur sur son tracteur. Ce survivant a raconté cette attaque à la radio RTL. L'individu est venu me taper en me disant « je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer ». Et moi, j'ai eu le temps de reprendre la barre de fer qu'il avait. Je lui ai foutu un coup de barre de fer dans les côtes. Et cet individu, il n'a pas bougé d'un millimètre. C'était une personne surhumaine. Le peu de temps que j'ai pu le voir, il avait les dents bien serrées et il était déterminé. Quelques heures plus tard, les gendarmes arrêtent Jérémy Rimbaud. Son errance est terminée. Comment expliquer ces pulsions meurtrières ? Lors de son audition, Jérémy Rimbaud reconnaît le crime, mais surtout, il déclare que des voix lui ont ordonné de le commettre. C'est ce qu'explique la procureure de Tarbes dans une conférence de presse donnée le lendemain du meurtre. Il n'exprime pas ni remords ni regrets dans la mesure où il a obéi à des messages qui pour lui étaient des messages d'origine supérieure et qui donc lui commandaient de faire cela. Mais il savait effectivement ce qu'il faisait. Les messages lui commandaient de faire, c'est-à-dire de son audition, il a toujours su qu'il avait enlevé la vie à quelqu'un. Qui est vraiment Jérémy Rimbaud ? Quel homme se cache derrière le masque du tueur cannibale ? Il passe son enfance dans le village de Maumère, au pied des Pyrénées. Sa mère est secrétaire, son père travaille dans l'industrie aéronautique. Pendant son adolescence, Jérémy joue au foot sur ce stade. Sébastien l'a connu à cette époque, il faisait partie de la même équipe. Donc voilà, c'était une photo d'équipe il y a environ une douzaine d'années. Donc voilà, Jérémy est là. Quelqu'un de très souriant, on voit qu'il a une joie de vivre, quoi. D'après Sébastien, Jérémy n'était pas un ado violent. Moi, je l'ai toujours connu calme sur un terrain. C'était plus lui qui prenait les coups parce que c'était quelqu'un d'assez petit et il restait toujours calme à chaque fois. Il n'a jamais eu un sursaut d'humeur sur un terrain de foot et c'était vraiment un exemple sur un terrain, quoi. Il y avait vraiment jamais eu un souci avec lui. Un garçon apparemment tranquille. C'est ce que confirme Grégory, un autre ami de Jérémy qu'il a fréquenté plus tard, avant le départ à l'armée du jeune homme. Voilà, il est là, Jérémy. Il sourit, il rigole. Ça, c'était lui, quoi. C'était lui. Il était toujours comme ça, quoi. On peut connaître quelqu'un et quelqu'un peut être normal. Alors normal ou d'apparence normale, j'en sais rien, ça on peut pas savoir. Et du jour au lendemain, tout s'effondre, quoi. En fait, on peut tous avoir en nous une faiblesse psychologique qui fait qu'un jour, on dégoupille, quoi, sans raison. Jérémy Rimbaud avait-il une faille psychologique ? Un épisode de sa vie a peut-être tout changé. Son séjour comme soldat en Afghanistan.
À 21 ans, il s'engage au régiment d'infanterie des chars de marine de Poitiers. Bon soldat, il est promu caporal. Fin 2010, il est envoyé en mission en Afghanistan. Est-ce ici que tout aurait basculé? Au cours de son séjour, Jérémy Rimbaud assiste à des actions de combat. C'est ce que nous révèle Marie, son ex-petite amie. Il lui a confié avoir échappé à un attentat. Donc lui, il conduisait son 4x4, là. Il passait en convoi, en fait. Et au moment où lui, il passe, donc tout va bien. Et au moment où ses collègues qui le suivaient derrière passent, et ben, il saute sur la mine, en fait. Il nous a fait comprendre, en gros, qu'il avait vu ses collègues brûler devant lui, quoi. Enfin, c'était ça, hein. En juin 2011, quand Jérémy Rimbaud revient à sa caserne, un médecin militaire lui diagnostique un stress post-traumatique, une blessure psychologique qui touche certains soldats confrontés à la guerre. Il bénéficie d'un suivi psychologique qui, pour ses proches, ne suffit pas à atténuer ses souffrances. Il m'a dit, honnêtement, je ne sais pas si j'ai bien fait de m'engager à l'armée, parce que lui-même m'a dit, ça m'a détruit quelque part, ça m'a détruit. Il n'était pas assez fort pour affronter tout ça, quoi. Les supérieurs de Jérémy Rimbaud étaient-ils au courant de cette fragilité? Nous nous sommes rendus au quartier général de son régiment. C'est le petit matin, l'heure du rassemblement pour les soldats. Jérémy Rimbaud servait ici il y a encore quelques semaines comme conducteur de blindés. Fin octobre, ses officiers lui avaient même proposé de re-signer un contrat de 5 ans, mais il avait préféré quitter l'armée. Nous ne sommes pas autorisés à parler à ses camarades. C'est donc le commandant en second du régiment, Bruno Bourchex, qui nous répond. C'était un bon marsouin qui a donné toute satisfaction pendant les 5 ans qu'il a servi au régime. Rien ne présageait, nous, à notre connaissance, à ce qu'il fasse des choses pareilles. Les supérieurs de Jérémy n'ont donc pas vu venir son coup de folie. Aucun médecin militaire n'a alerté le commandement du régiment. C'est le médecin qui juge ce qui doit être rapporté au commandement ou pas. Voilà. Vous n'avez pas été alerté par un médecin sur le cas Jérémy Rimbaud? Tout à fait. Non, aucun médecin nous a alerté sur un fait marquant sur le caporal Rimbaud. Aujourd'hui, Jérémy Rimbaud est interné dans cet hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. D'après les médecins, le stress post-traumatique aurait pu déclencher une maladie plus lourde, comme la schizophrénie, ce qui pourrait expliquer les bouffées délirantes de Jérémy. La justice devra déterminer si le jeune homme était responsable ou pas de ses actes la nuit du 14 novembre 2013 à Nouillan. Bertrimoutier dans les Vosges. Ce samedi, dans l'église du village, on enterre Philippe Bertrand, un enfant de la région. Sa famille, ses amis, les habitants sont là. Mais au cœur de l'église, pas de cercueil, pas de dépouille mortelle, juste une photo. Pour lui rendre un dernier hommage, son meilleur ami Dominique Rodriguez prend la parole. Il a voulu écrire un nouveau chapitre dans sa vie et réaliser son rêve d'un changement radical. Tout le monde lui avait déconseillé, mais cette envie a été plus forte. L'amour pour cette femme lui a coûté la vie. Philippe Bertrand, surnommé Bill, 51 ans, a été assassiné bien loin de chez lui, à Madagascar, en décembre dernier. 8 mois avant sa mort, il était parti s'installer là-bas avec son nouvel amour, Sonia, une femme malgache qu'il venait tout juste d'épouser. Avec elle, il voulait fonder une famille et commencer une nouvelle vie au soleil. Il n'aura trouvé qu'une mort atroce. Pourquoi ses amis lui avaient-ils déconseillé de partir là-bas? Qui pouvait en vouloir à cet homme sans histoire? Sa femme est-elle derrière cet horrible assassinat? Rave, le village où Philippe Bertrand a vécu toute sa vie. Il avait construit sa maison de ses mains, comme celle de ses amis. C'était l'artisan du village, apprécié de tous pour ses talents de menuisier et sa gentillesse.
Son copain Dominique habitait juste à côté de chez lui. Philippe, il m'avait fait les entourages de portes, là, les entourages de fenêtres. Et dedans, il m'a fait l'escalier, là. L'escalier qui montait au grenier, quoi. Un peu en style un peu moderne, quoi. Voilà. Dominique, sa femme et sa fille se souviennent de Bill, un bon vivant qui aimait faire la fête, comme ce jour-là, le jour de ses 50 ans. Même pour lui, t'as même pas dit un mot gentil. Allez Dominique, fais-le lever. Allez, discours. Pourquoi t'as invité Dominique? Parce que c'est un de mes potes que je connais depuis longtemps. Ouais. On fait des sorties ensemble, on fait des bouffes ensemble. C'est des gens très très gentils. Ouais. Un homme toujours souriant, avec qui il passait toute leur soirée. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. C'était une soirée ici, chez moi, avec tous les amis, là. Il est là, juste à côté de Martine, là. Il la tient par le cou, hein. Il était en milieu. Il était, voilà. Il aimait bien les femmes, hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Hein. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. Il aimait bien les femmes, mais contrairement à tous ses amis, il était toujours célibataire. Je crois que c'est le seul qui n'avait pas de femme attitrée, qui n'avait pas d'enfant. Oui, ça lui manquait, ça. Je pense. Ouais, je pense. Ouais. En fait, Bill n'avait qu'une idée en tête, fonder une famille. Il va sur Internet pour faire des rencontres. Et c'est comme ça qu'en mars 2013, Sonia fait irruption dans sa vie. Une mère célibataire malgache. À 46 ans, elle élève seule ses 2 filles de 15 et 17 ans dans la banlieue d'Antananarivo, la capitale du pays. Elle lui fait miroiter une vie de famille et elle l'accroche à coups de photos sexy et de déclarations d'amour. Si j'ai la mer comme encrier, la terre comme papier, il n'y aura jamais assez de place pour te décrire combien je t'aime. Et ça marche. Bill pense avoir trouvé le grand amour. Il lui répond. Je viens de recevoir le plus beau poème de ma vie. Tout va très vite, tout va trop vite pour ses amis. Il flaire le piège. Il a été envoûté par cette fille-là qu'il a connue sur Internet, et puis ils ont décidé de se marier. On n'a pas trop compris parce que c'était quand même vachement précipité. Et puis, bon, elle avait déjà 2 gosses, apparemment 2 filles. Il disait que c'était fusionnel avec les filles. Il retrouvait une famille qu'il n'aurait peut-être pas eu ici, quoi. Je sais pas. Mais bon, on avait beau le dissuader, c'était comme un gosse. Hein. Je veux dire, plus on essayait de lui dire qu'il faisait des conneries, qu'il faisait une erreur, puis plus il était accro, quoi. On arrivait même à se fâcher entre copains. Bill n'en fait qu'à sa tête. 4 mois plus tard, en juillet, il est à Madagascar. C'est la toute première fois qu'il voit Sonia. Il est toujours accro. Une semaine plus tard, ils sont mariés. Michel est le premier Français qu'il a connu sur l'île. Ce sera son témoin de mariage. Sonia, oui, elle a l'air heureuse. Philippe aussi. Hein, C'était une belle journée, leur journée de mariage. C'était une belle fête. Le recouple part aussitôt en lune de miel. Bill découvre Madagascar et sa toute nouvelle femme. Un séjour de rêve pour le menuisier qui n'avait quasiment jamais quitté son petit village natal des Vosges. Il n'avait pas mis les pieds à Madagascar de sa vie, quoi. Et voilà, ils se sont mariés et il est reparti en France après, une semaine après le mariage. Son travail le rappelle en France dès le mois d'août. Il rentre seul. Dominique est rassuré de le voir revenir, mais Bill a changé. Quand il s'est marié, après, il est revenu ici et il n'avait plus trop envie de bosser. Mais il voulait partir. Dans sa tête, c'était partir à Madagascar. Ses amis continuent de se méfier de Sonia. Elle est trop vénale à leur goût. Sur Facebook, elle inonde Bill de messages intéressés. Si j'avais des milliards, je serais milliardaire. Mais je n'ai que des centimes, alors je suis sentimentale et mon cœur est mon seul capital. Un jour de décembre, elle minaude sur Facebook. Je suis en train de me demander déjà ce que sera mon plus beau cadeau de Noël. Message reçu 5 sur 5. Bill est fou amoureux, il dépense sans compter. Ce sera une belle décapotable. Un cadeau d'un cœur, c'est par amour et plus précieux que l'or. Bill est prêt à tout pour être avec elle. Il vend sa maison, sa menuiserie, tout ce qu'il possède pour refaire sa vie avec Sonia à Madagascar. Chaque fois qu'il l'appelait, il venait, il téléphonait de chez moi avec ce téléphone-là, le blanc. Hein. Et chaque fois, il lui racontait ce qu'il avait gagné.
j'aurai 200 000 € pour partir là-bas à Madagascar, j'ai vendu le chalet, tout ça, j'ai un peu de sous. Et après, quand il a raccroché, je lui dis, mais je me suis pris la tête avec lui. Je lui dis, mais t'es pas un peu fou de lui raconter ça, quoi. Je lui dis, attends, c'est ta femme, d'accord, je suis d'accord, c'est ta femme, mais tu peux pas dire qu'en 15 jours, tu connais cette fille, quoi. Alors qu'est-ce que tu lui racontes, que t'as autant d'argent que ça pour partir là-bas? Un départ précipité. Pourquoi? Parce que Sonia lui a dit qu'elle était enceinte. Un mensonge. Mais ça, Bill ne peut pas le savoir. Il a maintenant 200 000 € sur son compte en banque. Il donne une procuration à sa tante Michel. Il est venu me voir et on a été faire ça, je crois, le 26 mars et il est parti le 27. C'est elle qui lui enverra l'argent à sa demande à Madagascar. Il m'a dit « Oh, je crois que je vais être papa ». Ah oui, mais ça, tout le monde l'a appris. Tout le monde l'a appris. Et puis t'es fou avec ça, il était fou avec ça. Et il était content papa, parce que je lui dis papa, ah ben, j'espère que c'était un bébé, ce sera un garçon. Un petit Bertrand. Bill s'envole pour Madagascar. Il n'a plus que 9 mois à vivre. C'est marrant, mais je le vois encore quand il a pris le bus. Je peux pas m'empêcher d'avoir cette photo. oui. Et puis après il est parti. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. À Madagascar, Bill commence par acheter une villa de luxe pour 60 000 €. Cette gigantesque maison rouge. Il y installe sa nouvelle famille. Ensuite, Sonia lui fait acquérir 2 karaokés, une pizzeria, un restaurant. Il a racheté les fonds de commerce pour y faire un petit snack qu'il a appelé le Petit Français. Là, c'était ces deux bâtiments-là, ces deux-là. C'était ici, ça c'était la salle de restaurant. Donc on mangeait un petit sandwich, même des petits plats malgaches. À chaque fois qu'il me voyait, j'ai racheté encore une affaire. Ah ouais, ça fait beaucoup, Philippe, quand même. Ah mais encore acheté une affaire, j'en ai 4 maintenant. Dans le même temps, tout l'argent de Bill passe sur les comptes de Sonia à Madagascar. Ça, c'est 25 000 €. Là, c'est 60 000 €, 10 000 €. C'est 8 000 €. En tout juste 6 mois, les 200 000 € se sont envolés. J'ai peut-être eu un contact au téléphone, mais j'avais plus souvent son épouse. Parce que quand je demandais où était Philippe, il travaillait dans ce qu'il voulait acheter. Et c'est quand elle m'avait retéléphoné pour avoir un virement que je suis allée à la banque. Puis qu'elle me dit, écoutez, non, on a stoppé sa carte, qu'elle me dit, il a découvert. Quand je l'ai appelé pour lui dire, j'ai plus de nouvelles. Et plus de nouvelles de Bill non plus. Très inquiets, ses amis décident de se rendre à Madagascar. Mais eux aussi vont se laisser amadouer. Sonia n'est pas seulement une séductrice, c'est aussi une manipulatrice hors pair. Elle les accueille à l'aéroport, seule. Bill n'est pas là. Elle leur explique qu'il est sur la côte pour acheter un bateau, et ça passe. Elle nous a accueillis chaleureusement, il y a pas un grand sourire, toute contente, joyeuse, contente de nous voir. Ouais. À table, elle est plutôt agréable. Oui. Dès qu'elle peut attraper un micro, elle chante même très bien. Alors, en attendant Bill, ils vont faire du tourisme tous ensemble. Allez, Dominique! Vas-y. Elle les mène littéralement en bateau. Ils font même la fête avec Sonia. Elle est là, rayonnante. Mais toujours pas de nouvelles de Bill. Alors ses amis finissent par contacter la police. Et là, c'est l'effroyable révélation. Ils apprennent que Bill serait mort et incinéré depuis 2 mois. Pour le préfet de la région d'Antananarivo, Bill est mort d'un cancer en France. Quand j'ai reçu Madame Sonia, elle m'a dit que son mari était mort en France. J'avais besoin d'une confirmation et elle m'a donné un faire-part de décès. Ce faire-part, le voici. Sa mort est survenue le 26 janvier 2015, dans sa 52e année à Raves, France. L'incinération aura lieu au crématorium de Saint-Dié. Dominique et les autres sont stupéfaits. Pour eux, il s'agit évidemment d'un faux. Ils comprennent alors que Sonia leur a menti. Qu'est-il arrivé à Bill? Ils portent plainte immédiatement. Des policiers se rendent dans la villa du couple. C'est Daniel, le chef du village, qui leur ouvre les portes. Sonia est arrêtée dans la foulée.
Nous sommes rentrés par là. Il y avait 6 gendarmes. Moi, je devais juste assister à la perquisition. Elle était tout à fait calme, sereine, comme vous et moi. Elle ne paniquait pas du tout. Elle n'avait pas peur. Pourtant, quelques heures plus tard, Sonia avouera l'impensable. Elle a fait exécuter et brûler son mari en décembre dernier, la veille de Noël. Que s'est-il passé exactement? Selon ses aveux, Sonia a tout organisé dans les moindres détails. Le 23 décembre dernier, Bill est dans sa villa. Il regarde la télévision sur ce divan. Nous nous sommes procuré les photos de la reconstitution du crime faite par la police malgache. Sonia glisse un somnifère dans la bière de son mari. Une fois endormie, elle fait entrer 3 tueurs à gages qu'elle a payés 260 €. Ils étranglent Bill et l'achèvent à coups de marteau. Ils le laissent ensuite toute la nuit sur le divan. Le lendemain matin, le propre fils de Sonia se débarrasse du corps. Un fils dont elle a caché l'existence à Bill. Elle le faisait passer pour son chauffeur. C'est lui que l'on voit sur cette charmante photo de famille. Mais ce jour-là, il a brûlé le corps de Bill et fait disparaître les cendres. 15 jours plus tard, Sonia poste un message sur Facebook. Bien dans ma peau. Et pour avoir le temps de peaufiner la fable de la mort naturelle de Bill, elle envoie des messages en France, en se faisant passer pour lui, alors qu'il n'est déjà plus que poussière. Salut, ça va? Beaucoup de travail ici. Je voyage toujours pour gérer les nouveaux commerces. Son mariage l'avait arraché à la misère. Alors pourquoi avoir voulu se débarrasser de son mari? Parce qu'il n'avait plus d'argent? Le père de Sonia, en tout cas, bouleversé, ne comprend pas ce crime. En tant que chrétien, je suis obligé, je dis bien obligé, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et ça me fait mal. À chaque fois, toutes les nuits, à toutes les secondes, à toutes les minutes, je dis, mais pourquoi avoir fait ça, ce crime, en brûlant lui? À Raves, dans les Vosges, en regardant les vidéos qu'ils ont rapportées de là-bas, Dominique et les autres sont toujours sous le choc. Quelle garce, quelle garce. Je me dis que c'est une garce, oui. Quelle garce. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Elle a fait tuer son mari, et puis là, 2 mois après, ça n'empêche pas de danser, de bouger. Elle est belle joyeuse, quoi. Sans leur persévérance, Sonia danserait sans doute toujours. Elle s'en serait sortie. Mais aujourd'hui, elle attend son procès dans cette prison de la capitale. Elle risque les travaux forcés à perpétuité. Outreau, 10 jours après la tempête médiatique, des dizaines de journalistes sont venus de toute l'Europe pour couvrir l'affaire de pédophilie qui secoue la ville. Les titres accrocheurs comme « Tous pédophiles »,« Le fléau pédophile » ont détruit l'image d'Outreau. Aujourd'hui, les journalistes sont partis, mais dimanche matin, à la sortie de la messe, les habitants sont encore sous le choc. Oui, vous nous avez mis au ras des pâquerettes. Et vous aussi, madame? Ça suffit. Méfiance et mépris vis-à-vis de la presse, pourtant le maire a reçu presque tous les journalistes. Aujourd'hui, il regrette leur sensationnalisme. Moi, je ne reproche pas à la presse d'avoir parlé de ça. C'est son métier. C'est la manière dont elle en a parlé avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. C'est tout juste s'ils ne veulent pas voir l'endroit où l'enfant a été violé. Ou c'est bien sur ce canapé-là. Non, mais on va à la limite du sordide, si vous voulez. C'est déjà suffisamment sordide comme ça. Les Tours du Renard, c'est ici que les crimes ont eu lieu. Pour la France entière, c'est tous pourri. Mais comment les innocents ont-ils vécu cette médiatisation forcée? Quelles traces les articles ont-ils laissées? Les réactions sont violentes. C'est un double traumatisme. Parce que, comme je le rappelle, comme je l'ai signalé à monsieur le maire, on a déjà été traumatisés ici dernièrement, vis-à-vis des fouilles et de tout. Et en plus, qu'on traite ici nos appartements comme HLM de la honte, c'est quand même insultant, c'est humiliant. C'est très humiliant. L'immeuble de la honte, c'était dans Le Nouveau Détective. On a aussi pu lire dans la presse les damnés de la Tour du Renard ou la Cité de la Peur. Les journalistes ont-ils eu le recul et le respect nécessaires? Aujourd'hui, en tout cas, certains ont les nerfs à vif. Bonjour. On peut vous poser des questions? Non. Qu'est-ce que vous en pensez des journalistes? J'en ai rien à foutre. Déjà, les journalistes, ça me prend la tête. On dégueule sur mon dos, alors les journalistes, ils vont se faire enculer. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
d'aller aux écoles, d'aller en dessous de mon balcon. En dessous de mon balcon, mon mari les a même vus grimper sur mon balcon. Donc pour vous dire que c'est vraiment inadmissible. Moi je trouve pas ça normal. Il y a les méthodes des journalistes, mais pour le curé de la paroisse, le vrai problème, c'est le non-respect de la présomption d'innocence. Quand j'ai vu que des noms étaient donnés dès le départ, je dis bon, ça va, on condamne déjà des gens avant qu'ils ne soient jugés. Et ce qui m'a toujours étonné aussi, c'est de marquer pour certains la profession ou bien le milieu. Parce qu'après, même innocents, leur vie est foutue, quoi. Louis, par exemple, a vu les murs de son magasin tagués d'injures. Qu'est-ce qu'ils avaient marqué? Je ne sais pas exactement. C'était quand ça donc? C'était avant le marché de Noël d'Outreau. En pleine affaire, un journal local incrimine un certain Louis, papetier à Outreau. Pourtant, il n'est pas inculpé et n'a jamais été interrogé. Mais c'est trop tard, la rumeur est née, le mal est fait. C'est le prénom qui est sorti comme ça. Certainement qu'il y a quelqu'un qui a peut-être dénoncé un certain monsieur Louis, puis les gens font un rapprochement avec le magasin. Depuis ce jour-là, la clientèle a baissé. Comment ça? Parce qu'ici, c'est beaucoup d'enfants. Donc les gens ont peur. Donc le chiffre d'affaires est tombé. De combien? D'environ 35%. Dehors, ça se voit, il n'y a plus personne. Si ça continue de baisser, votre chiffre d'affaires, par exemple? C'est-à-dire que je verrai ce que je vais faire à ce moment-là. Je me suis encore laissé 3 mois de sursis. Alors la presse est-elle allée trop loin? Pas pour tout le monde. Pour Marilyn, la patronne du café situé en face des tours, les journalistes sont utiles. Et moi, je suis d'accord pour les journalistes, attention, parce que moi je dis, tant qu'ils sont ici, bon, c'est médiatisé. Donc moi je dis, l'affaire, là-haut, elle va bouger. Vous comprenez? Parce que si tout le monde part, c'est tout. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Moi je dis que c'est pas plus mal qu'il y ait de temps en temps quelque chose justement pour bouger, pour faire bouger, pour que tout le monde soit attrapé, il n'y a pas. D'une manière générale, la mise en lumière d'une telle affaire aura donc aussi des conséquences positives. Il y a eu une sorte de prise de conscience en France de ce problème-là, que c'était pas... Je crois que malgré tout, la population est choquée, mais malgré tout, l'opinion publique a compris qu'on ne pouvait plus tolérer ça. On sort des spots publicitaires qui sont de bonne qualité. Oui. Et on est en train de lancer une quantité de débats et d'actions pour dire plus jamais ça.